Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette session. Je suis Alex McGivan et je vais passer le micro à mon co-facilitateur. Merci de me présenter, Alexis. Donc, bienvenue à cette réunion de la Global Youth Coalition et merci de faire partie de notre mouvement. Aujourd'hui, en termes d'éducation, nous allons nous focaliser sur le processus de lutte contre les émissions. Yes. So we couldn't do this without the generous support of our founders and Nous ne pourrions pas faire cela sans l'aide de, des institutions qui nous aident. Juste pour me présenter, je suis Yokolu. Je suis le point de contact de Yogo. And also formerly the contact point for the health and nature working groups. I'm also part of the Je fais aussi partie de la communauté qui organise des événements de jeunes. As well as COP17 last year in Egypt. Other than the UMCCC, I'm also involved in the processes of the United Nations Environmental Program, United Nations Convention on Biological Diversity, UNESCO, and Food, Agriculture and Organization. And I will pass to Alexis. Je vais passer le micro à Alexis. Merci Yoko et je suis vraiment très heureuse de vous avoir ici. Je suis Alex McGivan et je travaille pour Oxford Net Zero, un groupe de recherche à l'Université d'Oxford. Nous faisons des recherches dans différentes disciplines qui se préoccupent pour les émissions net zéro puissent le faire. Cette session est interprétée dans différentes langues. Donc, nous avons des interprètes qui sont en train de réaliser l'interprétation directe, ce qui est très enthousiasmant. Si vous êtes dans la réunion, vous pouvez sélectionner la langue appropriée en cliquant sur l'icône du monde et en sélectionnant français ou portugais ou espagnol. Si vous avez besoin d'une autre interprétation, vous pouvez nous écrire sur notre adresse email. You've seen this by now a few times, but we just wanted to remind everyone of the rules of engagement for our Nous sessions. voulons vous rappeler des règles de cette session. D'abord, traiter les uns les autres avec respect. Et donc, respecter aussi le temps qui est imparti. Nous avons étendu la période durant laquelle vous pouvez revisionner les sessions. Donc, merci à tous ceux qui ont demandé d'étendre la durée de disponibilité des vidéos. Nous allons commencer par un témoignage, ensuite notre premier expert. Nous aurons une discussion sur nos espaces communautaires sur Slack. Ensuite, une pause de 5 minutes à 5 heures, heure britannique. Et ensuite, nous avons une performance musicale. Puis, nous découvrirons quel est le travail de Yonko. Ensuite, nous écouterons notre deuxième intervenant qui nous parlera de la transition juste. Nous avons le même code pour toute la session.
Donc, le même code pour toute la session. And you can weigh in now. So I'll just share my screen so that Vous pouvez Donc, nous aimerions savoir quel est le sujet auquel vous pensez concernant la mitigation, que vous évoque le mot mitigation. I'll just make sure. Great, so we have some things coming in: justice, carbon budget, making sure that we're reducing the impacts on the front end. Reduce is really coming up, reduction of emissions. Unequal, I guess that means the sort of unequal focus maybe on mitigation versus adaptation, perhaps. I like to see Je degrowth. vois qu'on voit aussi la décroissance, donc c'est intéressant de voir aussi ce thème. Donc, merci beaucoup de vos idées. Donc, je vois que les termes importants, c'est réduire, changement climatique. Donc, merci beaucoup de votre participation. Fantastique. On va redonner la parole à Yoko Lu. Nous sommes vraiment très contents de réaliser cette session. Je vais partager une slide. Donc, sur la partie de mitigation, le principal sujet sera de présenter un programme de mitigation. C'est l'un des principaux objectifs qui sera négocié pendant la COP28. It's also about Paris Agreement, including responses measures, and just transition work program. It's all about green jobs, increase green jobs for everyone, not just youth. And it's also part of the global stake, which Cela aussi again has mitigation. fait partie de Global Stock Stake. And for COP28, it will be the first global stake happening. It will also be the first time for the mitigation. Ce sera la première fois pour, en tant que Yonko, depuis une perspective des jeunes, towards the end of the session. And so, yeah, and then, ensuite, yes, then I will pass to je vais passer le micro à Alexis. Merci Yoko. Et juste pour un rappel, vous avez 2 semaines pour remplir le formulaire. Great, fantastic. Can everyone? Vous voyez mon écran? Yes. Okay, great. So we're really. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'avoir Benjamin Carvajal, qui est un défenseur de la transition énergétique juste. Il est master de l'Université technique de Federico Santa Maria.
Il a de l'expérience dans l'exploitation de systèmes net zéro. Il travaille pour une action collective pour le développement durable. Il souhaite promouvoir la région latine-américaine et défendre de nouvelles politiques. Il a été impliqué dans la COP 25, la COP 26 et différentes autres campagnes. Il a contribué à différentes initiatives dans le secteur énergétique et sur des stratégies d'adaptation à la crise climatique. Merci à tous pour cette présentation. Et je suis très heureux d'être ici. Le sujet de la transition énergétique. Ce n'est pas nécessaire de me présenter, donc je vais directement au sujet du jour. Je vais commencer par un graphique. Nous devons parler de l'énergie. When we talk about energy transition, people relate energy. L'interprète s'excuse, mais le son est mauvais, impossible d'interpréter. More than that, it's even more complex than that. Our society related to energy, to the energy, how we move, how we eat, how we live, basically every day. So we could say, or at least I would like to say, that it's almost all about Tout est question d'énergie. About the climate action. Si nous parlons de l'action climatique ou du changement climatique, nous devons nous rappeler qu'environ 3/4 des émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur de l'énergie. Il s'agit du transport, il s'agit de l'énergie que nous utilisons au quotidien, l'électricité, mais c'est bien plus que cela. L'énergie va jouer un rôle très important en ce qui concerne l'action climatique. On peut voir notre histoire avec les combustibles fossiles. Make an overview of we could see that si on voit le développement en cours des 200 dernières années, industrial revolution in the on peut voir que cela a commencé dans les années 1750 et que les différentes découvertes d'énergie fossile ont rythmé le développement économique. We say that climate action, it is about energy, is because quand nous parlons d'action climatique, nous parlons d'énergie. Parce qu'il faut un changement de paradigme en termes de sources, de mode d'utilisation et de consommation. La valeur que nous donnons à l'énergie également. Ce n'est pas seulement l'électricité qui va changer, mais toute la société. Il y aura des mutations sociales, environnementales, économiques et politiques. En 2022, 1 million de voitures électriques a été vendu.
wind and solar have reached the full maturity. Et l'éolien et le solaire ont atteint leur maturité par rapport aux énergies fossiles. Le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, It's something that we cannot stop. Something that we are gonna c'est see quelque every chose day. que nous ne pouvons pas arrêter. C'est quelque chose que nous allons voir au quotidien. We could say that it's clear the what and the why. Ce qui est clair, c'est le pourquoi et le comment. Le quoi et le pourquoi. Mais ce qui n'est pas clair, c'est le comment et quand. Et cela va dépendre de nous. So how and when it's gonna be depend of or are gonna Et cela define our future va dépendre de la manière dont nous allons définir notre futur. how we say this paradigm shift in terms of economic, social, environmental, and also geopolitical thing. So when we say how, we need to see our scenarios. If we keep our current policies, we are not gonna reach the Paris Agreement goal. We are gonna probably see an increase of Celsius at least. And the Paris Agreement say that we cannot excess the 1.5, between 1.5 and 2 degrees for Benjamin, the whole century. I'm so sorry to Yeah. interrupt, but we're having trouble hearing you. Would you maybe mind speaking without your slides, as it might be taking up too much bandwidth, and then maybe we can share them afterwards? Sure, if you sure, wouldn't mind just sure, speaking. sure. Thank you. So what, I don't know if, can you hear me now? Yeah. Yeah. Yeah, without the video, I think I am. Yeah. Yeah, perfect. So at the end, what we want to say is the Alors, ce que je disais au final, c'est que pour atteindre la neutralité en termes d'émissions, eh bien, on voit qu'il y a des solutions pour que ça devienne possible, mais que ce ne sera pas facile. Ce sera extrêmement compliqué et nous allons être confrontés à de nombreux défis. On ne sait pas comment nous allons être capables de les relever à l'avenir. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et il faut se rappeler que la transition énergétique, ce n'est pas une simple transition aisée des énergies fossiles à l'énergie aux véhicules électriques. C'est quelque chose de bien plus compliqué qui sera alimenté par une transformation de la technologie. Et il faut voir comment on arrive à se soutenir et comment la structure géopolitique du monde va influencer cette transition. Certains secteurs vont bénéficier de cette transition et d'autres vont en pâtir. Certains emplois et certains secteurs vont complètement disparaître et d'autres vont croître et gagner en importance. Donc, il faut aussi être capable d'anticiper ce changement de dynamique. Certains perdront de l'influence économique à la suite de cette transition et d'autres gagneront de l'influence. Il y aura des changements sur comment nous payons nos taxes, comment nous sommes en lien avec notre économie, comment tout cela fonctionne. Et tout dépend de nous. Tout dépend de nous pour faire en sorte que cette transition énergétique soit juste et équitable, ou qu'elle soit tout simple une transition, tout simplement, mais qu'elle ne soit pas juste. Donc, la question, c'est comment faire en sorte que cette transition énergétique soit une transition énergétique juste. Eh bien, nous avons un rôle clé à jouer, par exemple, en sensibilisant la population concernant l'importance des énergies vertes, des énergies renouvelables, apporter une expertise technique, une expertise du terrain auprès des uns et des autres et faire en sorte que l'on transfère les technologies, qu'il y ait aussi tout un travail de fait sur l'aspect éducation et enseignement, puisque le pouvoir des jeunes et leur engagement est colossal. Ils peuvent
continuer à agir à travers diverses actions, à travers des plaidoyers. Et il y a énormément de choses à faire pour que cette transition énergétique soit juste et équitable. Nous avons beaucoup d'exemples que l'on retrouve dans le monde entier, où l'on voit, différents scénarios. On voit comment ces ambitions se concrétisent en une réalité. Alors, aujourd'hui, je voulais juste insister sur le fait que, en tant que jeunes, en tant que représentants de la société civile, nous avons un rôle clé à jouer pour que cette transition soit une transition juste. Tout dépend des actions que nous allons entreprendre et quels efforts nous allons fournir au cours des 7 prochaines années. Merci beaucoup. Thank you for that talk. It was very Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant, très inspirant. Nous avons beaucoup appris de cette présentation. Merci beaucoup, Benjamin. À présent, je vais vous présenter le prochain orateur. Le prochain orateur, c'est José María Valenzuela, un postdoctorant en recherche dans l'Institut de recherche de Centre d'innovation et de société, l'INSIS, à l'Université d'Oxford. Il s'occupe de faire de la recherche et de la promotion du dialogue concernant l'énergie, la transition énergétique et les énergies renouvelables et le dialogue social. José María est donc un post-doctorant de l'Université d'Oxford. Il a également un diplôme en relations internationales qu'il a obtenu à l'Université de Chicago. Il a également fait une partie de ses études au Colegio de Biceko. Il a une compréhension très profonde et exhaustive du lien entre les énergies, la géopolitique et les relations internationales. À travers ses recherches, il essaye de voir comment la recherche, la science et l'innovation peuvent nous permettre d'atteindre un futur plus équitable et juste et durable. Et je passe la parole à José. Merci beaucoup aux organisateurs, aux organisatrices. Merci à tous ceux qui suivent cette réunion aujourd'hui. Merci à tous ceux qui regardent la diffusion en direct. Alors, j'espère que vous pouvez tous avoir un aperçu de ma présentation. José María, je suis désolée, mais on ne voit pas on ne peut pas voir votre présentation. Est-ce que tu les vois maintenant? Non. Il faut que tu cliques sur partage d'écran en bas de ton écran. Je peux le faire si tu préfères. Alors attendez, je réessaye. Est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Oui, très bien. Non, pas de souci, je peux le faire tout seul. Ok, fantastique. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de voir que nous avons un public tout à fait international. Moi, je travaille pour l'Université d'Oxford. Je suis né mexicain. J'ai étudié au Mexique, aux États-Unis, en Chine. Et je suis ravie de voir qu'il y a une communauté aussi diversifiée qui suit cette session. Alors moi, je vais parler de l'économie politique, de la transition énergétique et je vais vous donner un aperçu de la situation, comment les choses pourraient se dérouler à l'avenir et les informations qui vous intéressent. Je vais vous parler en tant que chercheur, et c'est en ce nom que j'ai été invitée. Donc bien sûr, j'ai été ravie d'accepter cette invitation et je vais commencer ma présentation. Donc parlons tout d'abord des développements efficaces de technologie. Benjamin a fait une présentation fantastique et il a parlé de tous ces changements auxquels nous allons être confrontés à vitesse accélérée au cours des prochaines années. Donc, moi, je tiens à insister sur plusieurs éléments extrêmement importants lorsque l'on parle des systèmes énergétiques.
Donc, prenons par exemple la production du ciment, la production de l'acier. Ce sont des productions extrêmement polluantes qui génèrent énormément de gaz à effet de serre. Et le premier élément, je pense qu'il faut garder à l'esprit, malgré beaucoup d'optimisme technologique, ce sont les ressources naturelles. Quelles ressources naturelles a un pays, une région et comment les utiliser? Est-ce que ces ressources naturelles sont renouvelables? Est-ce qu'elles peuvent permettre de garantir un certain niveau de justice et d'équité? Le deuxième point, c'est que la technologie, il ne s'agit pas uniquement d'avoir les ressources ou pas, mais il faut aussi avoir les techniques, les compétences, l'expertise pour utiliser cette technologie qui nous sera utile. Et le troisième élément, et je pense que c'est l'élément qu'on oublie le plus, c'est les systèmes d'opération. Souvent, quand on pense à la transformation technologique, on pense à la transition énergétique aussi, on pense aux éoliennes, on pense à la force des marées, aux véhicules électriques. Mais il y a quelque chose que l'on oublie souvent, c'est comment avoir un système opérationnel global et fonctionnel. Eh bien, c'est quelque chose que l'on voit sur la troisième image tout à droite. On voit une salle de contrôle de tout un réseau électrique. C'est une photo qui correspond au Royaume-Uni, mais chaque pays en a. Chaque pays a une de ces salles de contrôle. Et il s'agit de faire un suivi en temps réel euh, du, du flux d'électricité dans le réseau d'électricité nationale. Si une ville manque d'approvisionnement en électricité, il faut voir comment on peut combler ce manque. Si la demande est trop faible, ces personnes vont devoir décider quelle centrale va devoir être mise en pause temporairement. Donc, derrière toute la technologie que l'on voit, il y a toujours des systèmes qui font tourner les rouages de cette énorme machine de manière fluide. Donc, pourquoi est-ce que l'on prend cette perspective politique et économique concernant la transition énergétique? Eh bien, tout d'abord parce que l'on pense aux conséquences de la distribution euh, à l'échelle locale et régionale, nationale et internationale. Il faut s'assurer que les ressources soient distribuées de manière équitable. Comme on l'a fait, il y a énormément d'injustices. On parle d'atténuation, mais on parle aussi de faire ces atténuations et tous ces efforts de manière équitable. Il faut que la politique économique euh, voit les choses dans son ensemble et puisse considérer les opportunités actuelles pour véritablement agir. Donc, il y a énormément d'aspects à prendre en considération, l'aspect culturel, l'aspect géographique, etc. Et il y a toujours un double défi. Dans certains pays, beaucoup de personnes vont au travail déjà à vélo ou en transport en public. Certains pays ont déjà une population qui est très sensibilisée concernant les pratiques qui permettent de réduire l'impact environnemental. Donc, il faut aussi s'adapter, voir quel est le contexte dans chaque pays. Et le troisième point, c'est élargir notre imagination pour réussir à recombiner les ressources humaines et techniques. Alors, il faut faire beaucoup de comparaisons et essayer de croiser un peu les différents cas, puisque cela nous permet d'élargir notre imagination et voir ce qui a été fait par le passé, mettons dans mon pays ou dans ma région, etc. Et qu'est-ce que l'on peut faire à l'avenir pour changer notre région et pour essayer de voir les choses avec une perspective tout à fait nouvelle. Il ne s'agit pas de copier des exemples, mais plutôt de s'en inspirer, de retenir les éléments importants. Alors, comment est-ce que l'on prend en compte cette perspective politico-économique dans le cadre de la transition énergétique? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre quels sont les liens entre les échelles locales et internationales, puisqu'il y a déjà tout un aspect finance. Quand on parle de la transition énergétique, on parle de plus grandes structures de production énergétique, etc. Et il faut comprendre les liens entre ces différentes
différentes échelles. Il faut comprendre quels sont les mécanismes de financement pour cette transition. Et il faut aussi savoir que tous les pays n'ont pas le même accès à des financements et à des mécanismes de transition. Et ces populations sont des populations qui auront davantage de besoins. Il faut se concentrer sur elles. Deuxième point, il faut comprendre quels sont les facteurs qui apportent du changement dans l'économie locale. Parfois, il s'agit de la production, parfois dans l'économie locale, certains sont plus ruraux ou certains sont plus urbains, plus dans la production, etc. Il faut comprendre quels sont les différents aspects qui caractérisent une économie locale, puisqu'une solution qui convient parfaitement à un endroit ne sera pas forcément la solution idéale pour un autre endroit, à cause des différences d'activité économique. Donc, certaines solutions qui pourraient tout à fait marcher au Royaume-Uni, et nous avons un très bon système électrique, nous utilisons la solution de la biomasse, mais c'est une solution qui peut-être ne fonctionnerait pas ailleurs. Nous avons besoin d'une certification. Il faut s'assurer que tous les déchets que nous générons, toute la biomasse qui est utilisée pour créer de l'électricité, soit correctement certifiée et, n'aggrave pas l'érosion des sols. Un autre élément, c'est remettre en question les idées ou les hypothèses que l'on a déjà, considérant les solutions les plus souhaitables, les plus plausibles. Souvent, on se concentre sur le passé pour voir ce qui était fait, mais parfois, il faut aussi se dire, voilà, les choses n'ont pas besoin non plus, ne doivent pas non plus être ainsi. Les choses peuvent être autrement. Et il y a pas longtemps, il y avait une région qui avait énormément de trains passagers. Et c'est quelque chose qui a disparu au fil du temps. Et je suis sûre que beaucoup de personnes dans la population se rappelaient qu'ils avaient de nombreux wagons et de nombreux trains passagers. Donc, il faut se dire, bah voilà, nous avions ce système de transport, on aimait ça. Alors, pourquoi est-ce que ça a changé? Et si on le réinstaurait, comment est-ce que notre vie changerait? Enfin, et dernier élément, il faut élargir, comme je l'ai dit, notre imagination pour voir comment est-ce que l'on peut reconnecter les ressources humaines aux ressources technologiques et aux ressources techniques. Comment notre génération, la génération des plus jeunes, mais aussi la génération des plus âgés, peuvent travailler dans de nouveaux domaines industriels, dans de nouveaux aspects de la technologie, euh, qu'ils existaient ou non auparavant. Donc, on peut se dire, voilà, comment est-ce que quelqu'un qui allait au travail tous les jours en voiture va du jour au lendemain décider de se rendre au travail en vélo? Et comment faire en sorte que toute l'industrie se tourne à présent vers des énergies renouvelables? Donc, juste rappeler quelques points assez importants. Je suis sûre que vous allez faire un travail formidable et je voulais juste partager quelques points supplémentaires avec vous, puisque si j'arrive à avoir un impact sur vous, vous aurez un impact sur les autres à votre tour. Alors là, j'ai pris 3 types de pays. C'est quelque chose qui vient d'un document d'un papier qui a été publié il y a quelques jours. Alors, ils n'utilisent pas forcément ces pays pour les 3 types, mais moi, c'est ce que j'ai fait pour simplifier les choses. Donc, on a le type 1 de pays avec le Canada. Il s'agit de pays qui se trouvent dans la situation suivante, à savoir que en noir, dans la courbe, on retrouve les émissions cumulatives, les émissions cumulées, à savoir les émissions qui ont déjà été générées et qui ont contribué au changement climatique. Et cela veut dire que par rapport au reste, le Canada a déjà consommé une bonne partie de son budget carbone. Donc, dans des pays comme le Canada, ce pays atteindra, par exemple, la neutralité 50 en 2050, mais d'ici là, le budget carbone de ce pays aura largement été dépassé.
Et c'est pour cela qu'on se dit que ce type de pays devrait faire davantage d'efforts et des efforts beaucoup plus rapides pour justement accélérer la décarbonation dans son pays et aussi pour éviter le plus de dégâts possibles du point de vue environnemental. Ensuite, il y a un deuxième type de pays. Là, j'ai pris l'exemple du Chili, mais j'aurais pu prendre le Mexique, le pays d'où je viens. C'est le pays où les émissions ont déjà dépassé une bonne partie du budget carbone, à savoir la ligne verte. Et si ce pays souhaite atteindre la neutralité d'ici 2050, il se retrouverait à une augmentation de 1,5 degré. Donc, si ce pays veut atteindre cet objectif, eh bien, il faut qu'il respecte sa part du budget carbone. Et ensuite, on retrouve un troisième type de pays comme la Bolivie et on retrouve de nombreux autres pays à moyen ou faible revenu dans cette situation. Eh bien, la contribution de ce pays au changement climatique est bien différente. Si ce pays atteint la neutralité carbone très rapidement, eh bien, à ce moment-là, ce pays se trouvera tout à fait dans son budget de carbone accumulé à l'échelle mondiale. Et je pense que c'est extrêmement intéressant lorsqu'on lance cette discussion concernant la neutralité environnementale. En fonction du pays, l'objectif d'atteindre cette neutralité à 2050 a des conséquences bien différentes d'un pays à un autre. Est-ce que le pays fait davantage d'efforts pour améliorer d'autres aspects, par exemple l'aspect de la qualité de l'air, l'aspect de la qualité de l'eau et autres encore? Donc, tout ça, voilà, ce sont des éléments qui sont bien à toujours avoir à l'esprit lorsque l'on parle de la neutralité carbone et du budget carbone. Et je voulais juste à présent vous parler d'un rapport que j'aime beaucoup concernant la technologie. Ce sont le genre de rapports qui sont publiés par des agences internationales ou par les Nations Unies, par des gouvernements. Là, il s'agit d'un rapport qui a été publié par la Convention sur le changement climatique des Nations Unies. Euh, il y a ce qui s'appelle le comité exécutif sur la technologie, une sous-agence des Nations Unies, et ce comité a publié ce rapport il y a quelques mois. Et je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on retrouve dedans. Je trouve que ce rapport est très intéressant puisque l'on ne parle pas uniquement de la technologie, mais on parle de vraiment la transformation technologique. Ils ont développé plusieurs indicateurs pour voir quelle est la faisabilité de cette technologie. Moi, quand j'ai lu ce rapport, je m'attendais à ce que ce soit extrêmement technique, extrêmement compliqué à comprendre, ou qu'ils avaient énormément, voilà, tous les moyens nécessaires pour le faire. Mais en fait, je me suis rendu compte et j'ai beaucoup aimé leur travail. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif concernant la convention cadre, etc. L- Les résultats sont tout à fait mesurés et ils vont vraiment droit au but. On voit que la faisabilité des technologies est tout à fait en lien avec l'aspect social, économique et culturel. Ce n'est pas forcément en lien avec la maturité et la préparation en termes de technologie. C'est plutôt en lien avec tous ces éléments, donc la maturité, la préparation et aussi l'aspect simplicité. Et, et quand on parle de simplicité, on parle de, voilà, à quel point est-ce que c'est facile d'installer des panneaux solaires dans son jardin ou sur son toit. Et plus ces panneaux solaires seront faciles à installer, plus seront prédominants en termes d'énergie renouvelable et de nouvelles solutions alternatives pour la transition. Donc, il faut vraiment penser au facteur de simplicité lorsque l'on parle de transition énergétique. Et enfin, il y a euh, l'échelle. À quel point est-ce que cette technologie peut être appliquée à différentes échelles? Est-ce que cette technologie peut être produite à échelle massive? Est-ce qu'elle peut être répandue à travers toutes les sociétés, à travers une seule région, à travers un seul pays? Et à quel point est-ce que c'est facile et faisable? Certaines technologies sont très uniques, elles dépendent de conditions très strictes et cela a des conséquences, bien sûr. C'est très optimiste.
Il faut penser aux différentes composantes des technologies. J'en ai déjà parlé. Avec cette transition dans les pays en développement, ces graphiques parlent de la finance pour le développement de technologies climatiques. Les instruments de dette, ce sont des compagnies qui prennent des prêts, et de ce côté, ce sont des subventions. Et ce qu'on voit en vert, c'est la mitigation à travers l'adaptation. Les deux sont adaptation et mitigation. Un facteur intéressant est qu'il y a beaucoup de financement, mais de ce côté, il y a aussi beaucoup de subventions pour les pays en développement. Mais ce qui est frappant, la grande différence, c'est sur le secteur des transports. Il y a beaucoup de dettes de ce côté, mais pratiquement aucune subvention. C'est assez choquant. Parce qu'en venant de la ville de Mexico, quelqu'un du Chili aussi pourrait faire la même remarque. Ces grandes villes, ces très grandes villes en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et même certaines capitales dans des pays en développement, nous avons un problème de qualité de l'air. Et l'une des solutions pour la mitigation des émissions dans le transport est de travailler sur le transport pour améliorer la qualité de l'air. Ce n'est pas seulement le climat, c'est aussi la santé des êtres humains. Et pourquoi il n'y a aucune subvention? Pourquoi il n'y a pas de soutien direct pour les solutions de transport qui pourraient aider les pays en développement? J'ai peut-être une réponse à cela, mais j'aimerais que vous étudiez un peu cet aspect pour que vous puissiez mettre en valeur les inégalités. Une autre dimension est celle de la diversité géographique. On peut voir ici les financements à travers de dettes dans différentes régions. Cela peut être de la Banque mondiale, par exemple, mais également de la part des pays riches. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des pays qui peuvent recevoir un grand nombre de dettes. Par exemple, le Mexico, le Chili ont des bonnes conditions pour prendre des emprunts, mais on voit d'autres régions, par exemple l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas le cas. Donc tous les pays n'ont pas accès aux mêmes prêts. Certains pays ont des prêts plus pour des actions de mitigation, comme l'Amérique du Sud. Pour d'autres régions, cela concerne plutôt l'adaptation, comme l'Asie. C'est aussi une autre source de différence dont il faut se rappeler. Donc parlons des institutions, des relations entre les institutions et les perspectives technologiques. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont entendu parler du consensus de Washington. C'est un ensemble de politiques créées dans les années 90, mais qui ont en fait débuté dans les années 80 de la part d'organisations internationales et de pays occidentaux. Ce sont des politiques qui étaient imposées aux pays en développement.
ces pays traversaient des différentes crises, des crises économiques, des crises de la dette. C'est quelque chose qui a été très important dans les années 80 en Amérique latine et dans les années 90 en Amérique latine et en Asie. Et ce sont des crises qui ont été récurrentes à différentes époques. Nous entendons ces informations sur le gouvernement américain et sa politique de réduction de l'inflation qui est mise en place par Joe Biden. Et donc, le gouvernement américain octroie de nombreuses subventions à ces entreprises et l'Europe est en train de faire la même chose. Le Royaume-Uni, l'Union européenne ont ces politiques d'assistance. Et donc, il semblerait qu'il y ait un nouveau consensus de Washington, mais transatlantique. Donc, il s'agit des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, qui ont un niveau de vie élevé, des émissions très élevées. Donc, il faut décarboner leur économie très rapidement. C'est un consensus transatlantique, mais est-ce un nouveau consensus de Washington? C'est un débat intéressant pour les personnes qui travaillent dans les pays à faible revenu. Le consensus de Washington n'était pas destiné aux États-Unis ou en Europe, il était destiné aux pays en développement pour privatiser leurs industries, pour réduire les impôts, pour libéraliser les marchés. Et de cette manière, on pensait que l'économie allait mieux marcher sans l'intervention du gouvernement. Et ce rapport dont j'ai parlé sur l'avancement de la technologie climatique en a parlé. Les réformes réglementaires ne devraient pas viser exclusivement les aspects économiques, donc pas seulement créer un meilleur environnement pour l'investissement, mais elles doivent couvrir également l'apport de connaissances scientifiques et techniques et l'octroi de droits de propriété intellectuelle et de propriété localement. Donc c'est quelque chose de très important parce qu'à l'avenir, il faudra remettre en question notre finance climatique. Il peut y avoir des conséquences positives comme l'augmentation des énergies renouvelables, mais il faut également analyser l'impact sur les emplois, les droits de la propriété intellectuelle. Donc, je vais vous donner un exemple d'un autre problème auquel nous sommes confrontés lorsque l'on parle du changement climatique et des solutions climatiques de mitigation au niveau mondial. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de bon travail qui est fait dans les universités sur les manières de réduire l'empreinte carbone, mais parfois, il faut quand même les remettre en question. Et je pense que ça, c'est un exemple d'un article qui essaye d'établir comment la bioénergie avec captage et stockage du carbone pourrait être fait d'une autre manière. Il est question de brûler du bois, par exemple, de la biomasse, et ensuite de capturer le CO2 de cette biomasse afin d'obtenir un résultat net zéro. Donc, capturer plus de CO2 que ce qui a été émis. En général, je dirais que c'est bien. On peut faire ça en Europe, aux États-Unis. Ce sont des pays riches. Dans ces pays, ils ont de la biomasse, mais cela pourrait se passer dans le monde entier.
et dans les pays à faible revenu et à faible demande d'énergie. Cette technologie représente plus de 20% de la consommation d'énergie en Amérique centrale. Les pays riches ont réduit leur consommation d'énergie au cours des dernières années. Le Mexique va stabiliser sa consommation d'énergie au cours des prochaines années, mais l'Amérique centrale est une région qui a de nombreuses communautés à faible revenu qui consomment très peu d'énergie. Et donc, ils pourraient appliquer cette réduction également. Lorsque nous parlons des innovations politiques, ces innovations ne proviennent pas forcément des États-Unis ou de l'Europe. Il y a de très bonnes innovations dans des pays en développement. Et ce progrès peut venir de n'importe où. Donc, on parle de plus en plus de mise aux enchères, mais c'est au Brésil que ce type de système a été inventé. Donc, il y a de bons exemples qui fonctionnent très bien dans d'autres pays. Un autre exemple est celui du Chili, qui a renouvelé son système électrique. Le Chili a commencé par apprendre ce qui a été fait en Afrique. Donc, je pense que je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc, mes principaux messages sont les suivants. Donc, prendre en compte les circonstances nationales, prendre en compte les dimensions de l'équité historique et prendre en compte les possibilités d'action à travers les institutions locales. Et donc, s'assurer aussi que la coopération internationale réponde aux besoins locaux. Merci beaucoup, c'était une excellente présentation. Et merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Je pense qu'on pourrait faire les questions écrites un peu plus tard pour ne pas perdre du temps. Il y a des questions sur la décroissance, mais si cela vous va, nous ferons cela un peu plus tard. Merci beaucoup, José Maria. Donc, juste un rappel, est-ce que tout le monde reçoit nos emails? Je sais que certaines personnes avaient des problèmes avec les messages qui arrivaient dans le spam. Donc, dans les emails, nous parlons des endroits où vous pouvez trouver les slides. Donc, veuillez vérifier vos dossiers spam et veuillez aussi rejoindre notre communauté Slack. C'est là où nous avons notre espace communautaire. Vous pouvez vous présenter et vous pouvez aussi débattre du contenu. Voilà le QR code pour le formulaire de participation. Voilà, juste un rappel, vous avez 2 semaines pour le remplir. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire maintenant. Nous allons vous le rappeler dans un email après la session. Donc, vous pouvez copier le QR code maintenant et remplir plus tard. Ça ne fait pas de différence si vous le faites maintenant ou dans 1 semaine ou 2 semaines. Voilà, pour l'instant, vous pouvez vous concentrer sur la session. Nous allons également mettre sur Zoom et sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas pu assister à la session, nous avons reçu beaucoup de demandes.
personal Slack messages or personal emails to us because Mais it's so much n'envoyez pas de messages personnels, s'il vous plaît. climatetraining@gmail.com, which is the email that you get from us. You can just reply to that directly. Please try to send your request there because when we have Veuillez envoyer vos demandes à l'email qui est indiqué. Donc, merci beaucoup de votre coopération. Nous collaborons également avec Terra, qui est une plateforme de formation, et nous avons plusieurs ressources sur cette plateforme. Donc, vous allez recevoir un email directement de Terra qui vous permettra d'accéder à différentes ressources. Vous trouvez également sur ce site les liens vers les enregistrements des sessions. We're just going to flip to the Menti and talk about some mitigation questions. So I'm just Nous allons parler des questions de mitigation sur Menti, et vous pouvez remplir les sujets que vous souhaitez aborder. C'est le même code Menti que d'autres sessions. Et donc, voilà, c'est là où vous pouvez vous rendre. Great, so I'll let people just weigh in there on what they would like the UNFCCC to discuss. And maybe you can draw some inspiration from what Vous José pouvez María aussi just taught us. vous inspirer de ce que José María nous a dit dans sa présentation. Yeah, there was a question as well that came Alors, through je to vois you. déjà qu'il y a eu des questions concernant l'énergie nucléaire Renewables. et le lien aussi avec les énergies renouvelables. Through if you wanna make any commentaries on that. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des commentaires là-dessus, si vous le souhaitez. Oui, je pense que certains pays ont très bien résisté à la tentation de se tourner massivement vers l'énergie nucléaire. C'est une solution que que les pays ont pris chacun de leur côté, de manière individuelle. Mais c'est vrai que c'est une vraie solution technologique, particulièrement pour les pays où la demande croît très rapidement et qui ont les bonnes conditions financières réunies, puisque le nucléaire requiert énormément d'investissement. C'est une solution qui n'est pas tout à fait faisable pour les pays qui n'ont pas un système financier très solide et qui puissent permettre et qui puissent faire des prêts dans la monnaie locale. Ça peut être une solution assez risquée pour des pays qui ont un système financier moins robuste. Moins robuste. Et cette solution pourrait être bien plus chère que ce à quoi on s'attend. Donc, ça peut en effet être un problème pour de nombreux pays. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça nous aide très bien à comprendre aussi comment se saisir des contextes de chaque pays. Très bien. Alors, on va prendre une petite pause, juste quelques minutes. Donc, je vais vous demander de revenir à 5h07, 5h08, juste une toute petite pause pour respirer un petit peu, pour s'étirer, pour prendre un peu le soleil si vous pouvez. Moi, je vais juste essayer je vais aller sur mon balcon, prendre le soleil quelques minutes, essayer de me déconnecter des écrans et ensuite, on reviendra vraiment dans quelques minutes, dans 5 minutes. Merci, à tout de suite.
Great. So we've been seeing some great answers coming in on what we'd like. Eh bien, je vois qu'il a déjà eu plein de réponses sur le Mentimeter. Ça nous fera beaucoup de sujets de conversation. Merci d'avoir contribué. Et à présent, nous sommes ravis d'avoir une super performance musicale réalisée par Mafé Etoula. Donc, elle va pouvoir commencer. Hello, hello. From Costa Rica, my name is Mafé Etoula. Vence el miedo, toma el remo, adéntrate en el camino que revelan los misterios. El pasado perdonado, el futuro no ha llegado. El horizonte es enorme y abruma, pero puedes vencer los temores y las dudas. Échate al agua, el destino te protege y aunque te quieran parar, tú no los dejes. Rema, rema con coraje por el charco de la vida, al ritmo que dicta el viento. Hey, ho, hey, ho. Rema, rema con coraje por el charco de la vida, al ritmo que dicta el viento. Hey, ho, hey, siempre pa'lante, nunca hacia atrás. Marca el paso el tiempo fugaz. Sosténete bien el sombrerito de papel, que la vida en un soplido se va volando. Rema con coraje por el charco de la vida, al ritmo que dicta el viento. Tengo el pecho abierto, el corazón se me va a salir. Sé que saldrá corriendo, quiera donde quiera ir. Es como un caballo desbocado, galopando a toda prisa. He intentado yo domarlo, pero él es buen escapista. Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol. Corre por la arena hasta fundir. I'm so sorry to interrupt, but we've just lost your sound. It's on mute. Sorry, if you could just unmute yourself. Désolée de t'interrompre, en fait, ton micro est coupé. Ah, ça y est, c'est revenu, merci. Se va a donde quiere ir, se va galopando sobre los mares, despeinando los matorrales, galopando en el desierto, jugando a ser uno con el viento. Se
Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol. Corre por la arena hasta fundirse en el horizonte. Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol. Hasta donde acaban las praderas. En esa loma alza el vuelo. Y se va donde quiere ir. En esa loma alza el vuelo. Y se va a donde quiere ir. Conectando con nuestra fuerza interna, con nuestros sueños, con nuestra voluntad. Gracias. Thank you very much for your wonderful performance. Merci de ta performance exceptionnelle. Yes. We just provide Instagram to the people, I believe, and we will share that with Nous allons everyone. partager cela avec toutes les personnes qui le souhaitent. In the future as well, more. Et nous espérons aussi la voir de nouveau avec nous à l'avenir. Donc voilà, vous avez les informations. Mafetoula.music. Thank you. Yes, you're welcome. Merci. Then I will jump to the next session. Je vais and passer à la prochaine session. very, very huge difference between the musician Ce and the sera une grande différence par rapport à la musicienne. I will just jump right into the Younger Medication Work Group because I'm the contact point. Donc, je suis le point de contact du groupe de travail de Younger Mitigation. And this is a very technical term and a document that have Et been donc, ce document concerne le premier dialogue global et événements focalisés sur l'investissement. C'est un document de travail un document qui a été élaboré par le groupe de travail. C'est un document qui souhaite ouvrir la discussion et qui se base sur la COP27 de l'année dernière. Et donc, il y a 5 points dont j'ai parlé dans ce document. La mitigation est un sujet important afin d'atteindre l'objectif de 1,5 degré d'augmentation de la température. For demands, especially on negotiations, but we don't have to be in person Nous n'avons pas besoin d'être en personne pour débattre cela. Nous pouvons le faire en ligne. Nous pouvons communiquer avec les personnes qui travaillent sur la mitigation pour qu'ils soient plus au courant de nos propositions. Donc, je vais développer les 5 points. Energy is not just one component for medication, but also nature, just like the Aforo, the agriculture, forestry, and land use, which was mentioned earlier, when we talk about the non-carbon dioxide greenhouse gases, because greenhouse gases is not just carbon. Les gaz à effet de serre ne sont pas seulement le CO2, il y a aussi le méthane. Donc, il est important de souligner le rôle des jeunes dans la transition énergétique. And the land is not degraded and like less erosion, for example. Well, many points are parallel to each other in terms of energy and are along with ocean. D'autres points sont liés avec l'océan. Laws and regulations for policy implementing also really important to be effective in order to ensure that everything's in order. And in case of NDC or nationally determined contributions, mitigation is one of the topics. La mitigation est l'un des sujets débattus
Dans les COP, stakeholders come together to make interventions, ensuring that everyone is included into the decision-making process. tout le monde doit être inclus dans le processus de décision. Thus, with the flexible range of topics being considered, the medication working program holds Nous significant. devons souligner l'importance du programme de mitigation. Do you want to get involved? Please email medication at Si vous voulez faire partie de ce programme, écrivez-nous à l'email mitigation@yongoclimate.org. towards COP28, but also during COP28, attending these climate training systems or programs, they showed everyone knows about medication. Yes. So, that's really a broad overview. Thank you. And I will pass to Alexis. Voilà pour ce point. Je vais passer le micro à Alexis, qui va nous présenter notre deuxième intervenant. I think by the way, Alexis, I think you muted. Alexis. Thank you, Yoko. Thanks so much, Merci, Yoko. It's really great to see the interlinkages C'est between vraiment Global Youth Coalition and Youngo. très bien de voir le travail avec Yongo et la Global Youth Coalition. By email and post it on the Slack. Vous pouvez participer par email ou par Slack. Et maintenant, je vais vous présenter le docteur Alex Lemferna, qui va nous parler des partenariats pour la transition énergétique juste. Il est titulaire d'un postdoctorat à l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud et a une bourse de sciences sociales. Il est cofondateur de la coalition Justice climatique. Il travaille sur la justice climatique dans ses différents projets. Il a aussi un podcast qui s'appelle Just Us and Climate. Il explore le changement climatique en tant qu'opportunité pour le monde. Il travaille particulièrement sur la justice énergétique. Il a obtenu différentes bourses. Il a également été à l'université George Washington. Donc, merci beaucoup, Alex. Et je te passe le micro. Et merci de partager toutes tes opinions. Merci, Alexis, et merci à tous ceux qui m'ont invité. C'était vraiment un vrai plaisir d'être ici avec vous. Et merci beaucoup pour cette présentation généreuse. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui? Fantastique. Donc, aujourd'hui, je vais parler des partenariats pour la transition énergétique juste. C'est un concept qui vient d'Afrique du Sud. C'est là où ont débuté les partenariats pour une transition énergétique juste. C'est une forme de financement climatique. Donc, cela nous permet de réfléchir sur le financement climatique, la justice sociale, et de réfléchir à la manière dont la finance climatique est réellement effectuée. Donc, pour commencer, ce que j'aimerais demander est qu'est-ce que l'objectif de la finance climatique? Donc, je sais que vous utilisez un outil comme Slack, mais j'aimerais savoir un peu quels sont les différents objectifs de la finance climatique. On parle du concept de dette climatique pour le Sud global, avec tous les secteurs privés qui veulent tirer profit de la transition énergétique. Est-ce que cela permet un développement réel et juste? Est-ce que ça permet l'industrialisation dans le Sud global? Ou est-ce que c'est
une partie d'un agenda des pays du Nord pour l'avenir. Donc, j'aimerais analyser le rôle de la finance climatique. Et donc, lorsque nous pensons au financement climatique, nous pensons que c'est une bonne chose. Parce que nous voulons plus d'actions contre le changement climatique, sur la mitigation, sur l'adaptation. Mais ce que nous devons voir, c'est quand la finance climatique est un loup déguisé en agneau. C'est lorsque cette finance dissimule un programme problématique sous l'apparence d'un bon programme. Est-ce qu'elle sert l'intérêt des multinationales, des institutions du Nord, ou est-ce que cela aide les communautés du Sud global? Donc, ce sont des questions critiques que nous devons nous poser. Donc, je souhaite poser cette question en analysant le partenariat pour la transition énergétique juste. Donc, c'est JETP. Ce sont des mécanismes de coopération financière. L'objectif est d'aider une sélection d'économies émergentes fortement dépendantes du charbon à opérer une transition énergétique juste. Donc, les pays concernés sont l'Afrique du Sud. Moi, je viens de Johannesburg, mais il y a d'autres pays, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et le Sénégal. Et donc, ce partenariat JETP d'Afrique du Sud, on voit notre président Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud est un des pays les plus dépendants du charbon dans le monde. Et donc, comment en faire un pays avec principalement des énergies renouvelables? Le partenariat pour la transition énergétique juste que nous avons avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne a promis 8 milliards de dollars à l'Afrique du Sud avec différents mécanismes, des subventions, des prêts, des investissements. Le but est également de mobiliser le secteur privé. En réponse au plan de transition énergétique juste, l'Afrique du Sud a développé un plan d'investissement dans la transition énergétique. Il y a beaucoup de sigles, et donc on voit JETIP. JETIP, c'est plan d'investissement pour la transition énergétique juste. Donc là, vous pouvez voir où l'argent est versé en milliards de dollars US. La plus grande partie de l'argent est destinée à l'électricité, qui est actuellement produite par du charbon, donc c'est une bonne chose. Une petite partie est versée aux véhicules à nouvelle énergie, principalement les véhicules électriques, mais un petit peu aussi à l'hydrogène. Et une partie aussi qu'on voit, l'hydrogène. Donc, c'est un plan très vaste d'investissement. Donc, il y a l'argent versé par les pays du Nord qui est transformé, qui est traduit par ce plan d'investissement. Donc, c'est l'argent du Nord global qui est exploité au niveau local pour la transition énergétique, pour les véhicules électriques. Et donc, c'est là qu'il faut un peu analyser un peu sur la manière dont ce financement est élaboré. Il y a quelques siècles, les colonisateurs prenaient possession d'un territoire au nom de leur majesté. Et aujourd'hui, c'est à travers des institutions comme le FMI
à travers l'offre de prêts, avec en échange des politiques strictes qui devaient être appliquées. C'est ce qu'on appelle généralement l'ajustement structurel. Donc, on voit ici sur cette image le FMI qui dit « J'ajuste structurellement cette terre au nom de la croissance économique ». Les prêts sont une manière néocoloniale de contrôler les gouvernements. Nous avons aboli le colonialisme et maintenant nous avons le néocolonialisme qui s'exerce à travers les réformes structurelles et les prêts. Une autre chose importante sur la finance climatique, c'est si cet ajustement structurel est vert. Et donc, il y a des prêts qui sont faits pour le financement climatique, mais qui enferment les pays dans des conditions défavorables. Et donc, en regardant le modèle que j'ai présenté avant, JETP, on dirait que tout cela est en train de se produire. Je vais donner un exemple d'un rapport récent de l'Institut pour la justice climatique et d'Oxfam. On voit qu'il y a des prêts récents du FMI et de la Banque mondiale ont été associés de conditionnalité. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait faire certaines choses pour obtenir les prêts. Et on dit aussi certaines des conditions, certaines sont positives, atteindre les objectifs climatiques, d'autres sont moins positives, par exemple réduire les dépenses des entités publiques. Ces entités donnent des services à la population et réduire la dépense entraîne la privatisation qui bénéficie au secteur privé et aux grandes multinationales. Il y a aussi la condition de l'austérité ou la réduction du secteur public pour le transférer au secteur privé. Donc, on voit que ces prêts récents du FMI et de la Banque mondiale connectés au changement climatique sont associés à des conditions qui sont souvent négatives. Si on regarde le plan d'investissement, le JETIP, nous voyons également ces conditions. Je vais ici parler du terme de localisation. C'est le fait de construire des industries locales liées aux énergies renouvelables. C'est important parce que cela permet des créations d'emplois, mais si on analyse les fonds du JETIP, seulement 0,1% de ces fonds sont consacrés à la localisation. Et tout cela dans un contexte d'affaiblissement des politiques de localisation. Et dans le même temps, les pays occidentaux se livrent à une guerre commerciale pour s'assurer d'être les seuls à produire et à fabriquer des énergies renouvelables. Joe Biden a mis en place la politique de réduction de l'inflation pour que les États-Unis restent le leader en matière de production énergétique. Ils souhaitent exporter leur technologie plutôt que d'aider les pays du Sud à s'industrialiser sur ces énergies renouvelables. Donc, tout ça a pour le but de faire des États-Unis le pays leader des énergies renouvelables. Donc, ce sont des politiques qu'on pourrait qualifier de néo-coloniales. Je vais citer ici Nkrumah, qui était un leader du Ghana à l'époque de la décolonisation, qui a dit « Le résultat du néocolonialisme est que les capitaux étrangers sont utilisés
pour l'exploitation plutôt que pour le développement des régions les moins développées du monde. Les investissements réalisés dans le cadre du néocolonialisme creusent le fossé entre les pays riches et les pays pauvres du monde. Ce n'est pas le cas de tous les aspects du financement climatique, mais il faut essayer d'étudier lorsque cela se produit. On voit qu'une grande partie du financement climatique se fait sous la forme de dette. Une grande partie se fait à travers la dette. Et cela augmente l'endettement des pays du Sud qui sont déjà très endettés et qui consacrent une grande partie de leur budget au remboursement de la dette, plutôt que de l'utiliser sur le système de santé ou l'éducation. Donc, ce JETP vient sous la forme de prêts. Donc, plus de dettes signifie plus de paiement de dettes dans le budget. Et donc, cela peut entraîner un renforcement de l'austérité. En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud s'est endettée fortement pour créer des centrales à charbon énormes, parmi les plus grandes du monde. Il y a eu notamment 3 milliards de dollars US de la part de la Banque mondiale. Donc, ce sont des montants très élevés. Et nous avons fait cela malgré la résistance de la société civile et malgré la corruption qui était clairement impliquée dans ce projet. Des investisseurs américains et japonais étaient impliqués dans ces systèmes de corruption. Donc, la société civile s'est prononcée contre cela. Et la société civile a proposé d'annuler la dette, notamment les institutions internationales. Et donc, l'annulation de la dette est un outil important que nous devons prendre en compte. Je vais parler de la dette climatique comme outil vers la privatisation. Lorsqu'on analyse le plan de JET-IP présenté par le président sud-africain, 0,1% des fonds sont consacrés aux énergies renouvelables détenues par la société. Et en toile de fond, on a des politiques qui ont vu la privatisation généralisée de l'énergie. Auparavant, la plus grande partie de l'électricité était produite par une société publique. Et donc, négative de la privatisation dans le secteur énergétique. Les institutions ont comme mandat de fournir de l'électricité comme bien public. Et donc, cela permettrait un accès à l'énergie dans les zones rurales, dans des zones où ce n'est pas forcément rentable de le faire. Un autre élément négatif sur la privatisation, si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, les deux éléments importants pour la production d'énergie sont le territoire et l'argent. En Afrique du Sud, si on regarde le territoire, les Blancs possèdent encore 72%
des fermes et des exploitations agricoles et 70% également de ces fermes sont détenues par des hommes. Donc il s'agit principalement d'hommes blancs parce qu'ils ont la plus grande partie du terrain. Donc c'est eux qui concentrent le plus grand nombre d'investissements. En Afrique du Sud, c'est le pays le plus inégalitaire du monde où 10% de la population possède 80% des richesses. Donc, on voit qu'en cas de privatisation généralisée, les bénéfices ne seront pas distribués à la majorité, mais à une minorité. Et ce qu'on voit en Afrique du Sud est que la privatisation encourage une sorte d'apartheid énergétique. La société de production énergétique publique Eskom a un manque de financement depuis de nombreuses années, un sous-financement. Vous avez sûrement entendu parler des blackouts en Afrique du Sud. Et donc, les Sud-Africains les plus pauvres sont coincés avec cette société Eskom parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer d'autres fournisseurs. Et pendant ce temps-là, d'autres compagnies et d'autres personnes privées plus riches peuvent profiter de cette transition énergétique et des bonnes ressources. Donc, il y a une véritable inéquité quand on regarde à qui bénéficie cette transition. Et on voit que le financement climatique permet cette inégalité. Alors, que doit-on faire? L'Afrique du Sud, et comme de nombreux autres pays en développement, doit trouver des financements climatiques. Et en Afrique du Sud, nous avons deux camps, disons. Certains disent que nous devons rejeter l'accord jusqu'à ce qu'il soit amélioré. Et d'autres disent que qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, à savoir qu'il faut tout de même considérer tous les points positifs qui font partie de cet accord, de ce plan, mais il faut voir comment on peut améliorer ce plan, comment est-ce qu'on peut avoir davantage de financement à travers des bourses et autres types de financement, et voir également comment est-ce qu'on peut faire une appropriation plus sociale de la transition énergétique et du financement climatique. Donc, il y a vraiment deux camps principaux et un camp très important qui dit que l'on ne doit pas rejeter ce plan national. C'est les deux réponses que l'on voit. Et d'un autre côté, il y a la réponse du secrétaire de la transition énergétique. Et l'année dernière, nous avons organisé une manifestation pour l'emploi, l'énergie propre et la justice climatique. Et le message qui sortait était que plutôt que de mettre en avant un ordre du jour climatique, de la privatisation et de l'austérité, nous exigeons une véritable justice climatique qui permet de transformer un pays pollué, injuste et inégal. Nous devons nous mettre en quête de priorités de justice climatique cultivées sur notre territoire et qui permettent l'égalité et la justice pour toutes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous pouvez consulter le site de la coalition Justice climatique qui est encore en train d'être amélioré, mais qui sera bientôt tout neuf et accessible à tout le monde. Voilà, donc merci à tous. J'espère que j'ai respecté le timing et merci encore de m'avoir invité. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment formidable. Je vois que tout le monde est ravi. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat de personnes qui te remercient. Donc, merci d'avoir fait cette présentation très claire. J'ai beaucoup aimé comment tu as expliqué chacun des éléments. Je trouve que c'est une perspective en interne concernant la finance climatique qui est très pertinente. Alors, nous avons encore un petit peu de temps devant nous et il y a quelques questions. La première question, c'est vous avez parlé du contexte du JetPay en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a d'autres constructions de coalitions, d'autres coalitions que l'on retrouve dans d'autres pays qui auraient aussi le même type de plan, le même type de partenariat?
Oui, en effet, il y a eu des coalitions internationales qui se sont créées dans divers endroits. Par exemple, il y a de nombreux syndicats qui se sont alliés pour la démocratie. Il y a une conférence à Johannesburg qui rassemblait tous les syndicats du Sud global. Et je pense qu'il y a d'autres initiatives similaires ici et là, mais je pense que ce qui est très important, c'est de vraiment creuser ce genre de coalition, puisque lorsque l'on doit s'attaquer à des grandes multinationales ou à l'intérêt de ces multinationales, eh bien, il faut agir ensemble, à l'unisson. Nous avons besoin d'une coalition et de résilience et de résistance pour montrer que la finance peut passer d'un endroit à un autre et générer de l'égalité et de la justice. Donc, le but, c'est vraiment de travailler de manière collaborative pour mettre ce sujet sur le devant de la table et faire en sorte que les multinationales soient tenues pour responsables. Il y a de nombreux leviers que l'on peut activer pour agir de la sorte. On peut vraiment renforcer notre pouvoir et notre influence dans ce genre de domaine. Euh, Et le but, c'est vraiment de partir du bas et d'aller vers le haut. Donc, il y a de la collaboration qui est tout à fait active, mais nous en avons besoin de davantage encore. Thanks, Alex. That's super Merci helpful. beaucoup, Alex. Hoping that Extrêmement intéressant. collaboration will become more Et j'espère que cette coalition, cette collaboration continuera de croître. Il y a une autre question portant sur le lien entre les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles et qui ont un crédit carbone et les pays qui ont moins de ressources et qui importent ces ressources. Est-ce que tu peux commenter? Oui, une question assez compliquée. Oui, et il y a un lien. Les crédits carbone sont une manière de faire en sorte que tout le monde puisse vendre ses émissions à d'autres pays, réduire des émissions à travers des programmes d'atténuation, etc. Certains pays peuvent être payés pour mener des actions climatiques, mais il y a beaucoup de questions critiques qui sont posées pour savoir à quel point crédit carbone est efficace dans l'atténuation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a quelque chose qui s'appelle la dette pour l'action climatique. Et c'est quelque chose où on peut annuler sa dette si on a fait une action climatique. Par exemple, Seychelles a fait une grosse action dans le cadre de cette dette pour la nature, dette pour le climat. Et c'était de manière générale concernant la biodiversité et l'écologie. Donc, c'est une manière pour Shell d'échanger sa dette contre une action climatique. Donc, certains points sont positifs tout de même, hein. C'est une manière d'échanger une action climatique, une action écologique contre une réduction de la dette, de cette dette climatique. Mais il faut voir dans quelles conditions tout cela est fait et à quel point les pays du Sud global ont du pouvoir et de l'influence dans ces prises de décision et de conditions. great. Thanks so much. That's super useful to Très understand bien, the merci beaucoup. context. C'est très utile pour Last comprendre le question is, contexte. are Et la there dernière question, c'est resources or groups est-ce qu'il y a within des the ressources ou UNFCCC des working in groupes this qui area font un très très bon travail dans ce domaine? Il y a d'autres to personnes qui sont intéressées et alors vers qui se tourner pour avoir plus d'informations et qui suivre? Oui, bien sûr, je peux en parler de plusieurs. Alors, il y a un group qui fait de la collaboration internationale, c'est Death for Climate, et il se concentre sur comment on s'occupe de la dette climatique dans le sud global. C'est bien Debt for Climate. Il y a tout un financement climatique qui fonctionne avec le sud global et le sud le nord global. Donc, c'est très intéressant de comprendre ces différents rouages. Ensuite, il y a les syndicats pour la démocratie énergétique. Donc, moi, je fais partie d'un syndicat et il y a beaucoup de syndicats qui font partie de ce groupe. C'est très intéressant peut-être d'aller sur leur site et de se tourner vers eux. Il y a un autre groupe, ce n'est pas vraiment un groupe climatique en soi, mais ils agissent sur l'échelle internationale. Ils essaient de vraiment parler des problématiques concernant le financement international. Et eux s'appellent Progressive International. Voilà, je pense que ce seraient les trois acteurs que je pourrais citer. Super, merci beaucoup. Oui, moi aussi, je recommande aussi le travail de ces des différents acteurs que tu as cités.
Ils ont mené une campagne récemment qui s'appelle le Debt Justice Campaign et j'ai trouvé que c'était très pertinent le travail qu'ils avaient fait. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ton travail. Merci d'avoir partagé autant d'informations avec nous et d'avoir partagé ton expérience. C'était très enrichissant, merci. C'était un plaisir, merci. Super, et nous allons partager également sur le chat le site internet d'Alex pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Formidable. Alors, nous sommes sur le point de clôturer cette session, mais dans 2 semaines, nous avons une 5e session qui portera sur le financement climatique. Nous aurons 2 oratrices formidables qui ont énormément d'expérience dans ce domaine et qui parleront de ce financement climatique actuel, donc comment fonctionnent les mécanismes de dette, de crédit carbone, etc. Ce sera tout à fait complémentaire de la présentation d'Alex. Il y a aussi toute une réunion sur la négociation concernant le financement climatique qui est en cours actuellement. Certains vont examiner certains articles très précis de l'accord de Paris, notamment portant sur le financement climatique et voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces flux financiers soient pertinents et consistants et en ligne avec l'accord de Paris. Donc, nous avons le Dr Charlène Watson, consultante, et Véronica Jaccara, qui seront avec nous. Ces 2 personnes sont extrêmement expérimentées dans le domaine et elles seront là pour faire leur présentation. Autre petit rappel, concernant le formulaire de participation, vous pouvez scanner le QR code. Le lien est sur le chat Zoom et sur le chat YouTube. Vous avez encore 2 semaines pour le remplir. C'est sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore reçu les notes après cette session ou les diapositives, prenez votre mal en patience. Cela arrive souvent après chaque session. Nous envoyons souvent des rappels, des emails de rappel 24 heures avant la session ou 1 heure avant la session. Donc, le but, c'est vraiment d'envoyer vos présentations en amont. Ce sont des informations extrêmement importantes, donc envoyez-nous tout cela par email. Comme ça, on peut s'assurer que l'on ait bien toutes les présentations à disposition avant le début de la session. Vous pouvez également le faire sur Slack puisque nous communiquons plusieurs documents là-dessus également. Voilà, c'était juste un petit rappel. Et vous pouvez nous envoyer tout cela par mail. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons eu une session extrêmement importante, extrêmement enrichissante. Nous avons beaucoup appris des différents orateurs. Merci à José Maria, merci à Mafet Toula. C'était une performance musicale vraiment magnifique. Et merci à Alex pour sa dernière présentation. Comme d'habitude, on aimerait vraiment avoir votre retour sur cette session. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter et LinkedIn sur The Global Youth Coalition. Vous pouvez également nous faire votre retour sur votre ressenti et vous pouvez partager des photos, des captures d'écran avec le hashtag GYC, etc. Nous sommes en train également de lancer une campagne Twibonize. Vous pouvez scanner le QR code. Mais pour l'instant, je vous remercie. Je vous souhaite de profiter du reste de votre journée et on se verra lors de la prochaine session.